Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, dans un premier temps, analyse du BTC, surtout sur du court terme. On verra si on a des setups ou pas qui s'enclenchent. On est au contact ici de cette zone de résistance. Ensuite, je vais vous partager un site que j'ai découvert aujourd'hui sur des data on-chain de certaines positions sur les contrats perpétuels, que ça soit des wallets avec des montants assez importants, au contraire des petits wallets, ce qui peut nous permettre d'avoir un peu un sentiment de marché et faire l'inverse de ce que les petits wallets font et être dans le sens des gros wallets. Ensuite, bien sûr, on analysera Ether et on analysera 3 altcoins. On verra Crow, parce que je l'ai oublié hier, donc je ne vais pas l'oublier aujourd'hui. On verra ZEC et Moonriver. Alors, BTC, où est-ce qu'on en est? On a toujours ici ce rebond depuis le petit bottom court terme qu'on a posé au niveau des 80 000 $. Rebond pour aller chercher ici 91 000 $. Bon, comme je vous l'avais dit, au vu de la baisse qu'on a eue, c'est pas étonnant d'avoir un rebond. Ça me surprendrait même pas d'avoir un rebond un peu plus conséquent, ok? Parce que dans une tendance baissière, c'est tout à fait normal d'avoir des creux et des sommets de plus en plus bas, bien sûr, mais pour former un sommet plus bas, il faut avoir un rebond. Tant qu'on n'a pas de rebond, on peut pas parler de sommet plus bas. Ça, c'est pas une tendance baissière, c'est un dump violent. Ça, par contre, c'est une tendance qui est baissière. Et des fois, on peut avoir, bien sûr, un rebond assez conséquent, bien sûr, surtout quand on a eu un dump aussi violent. Si je reprends le précédent bear market de 2021, on voit qu'on peut avoir des rebonds assez conséquents. Entre ce point le plus bas et ce point le plus haut, on est ici sur un 44%. Alors là, c'est différent, c'est très peu probable que BTC enregistre un 44%, sinon on serait clairement dans une nouvelle tendance haussière, selon moi, parce qu'on sera pas loin de refaire un nouvel ATH, mais on peut très bien revisiter les 99 000, 98 000, cette zone-là, ça me surprendrait pas. Peut-être y aller en plusieurs étapes, projeter ici, pour aller ensuite rechercher ce niveau-là, c'est tout à fait possible, mais en tout cas, ce que je constate, on est toujours dans une dynamique baissière, trop tôt pour parler de bottom, dans tous les cas, un bottom met du temps à se construire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire sur du court terme? Moi ici, je mets des moyennes mobiles, comme je vous l'avais montré, on est repassé au-dessus du tunnel 1 heure. Je vous avais dit hier que tant qu'on se situait au-dessus de ce niveau-là, eh ben, j'ai un biais bullish sur du court terme. Pourquoi? Parce que on est dans un momentum haussier sur du court terme, et il faut pas chercher à se placer contre le momentum. Ouais, c'est tout simple. On met des moyennes mobiles, vos moyennes mobiles sont orientées à la baisse, tunnel 3 minutes, 15 minutes, on cherche des shorts. On se prend pas la tête, on cherche des shorts. Il y a des pullbacks, on short. Alors, on short pas n'importe où. On va pas prendre un short ici, on va pas prendre un short ici. Non. On attend des replis sur ces moyennes mobiles-là pour accompagner la tendance. Ok? Jusqu'à ici, je suis bear. Jusqu'à ici, je suis bear. Jusqu'à ici, je suis bear. Par contre, quand je commence à repasser au-dessus des moyennes mobiles, je dis pas que ça y est, je repasse bullish, to the moon, etc. Mais je suis plus méfiant. Je vais peut-être moins prendre de position short parce que j'arrive dans une phase où on latéralise. Et on le voit bien, depuis qu'on est repassé au-dessus du tunnel 15 minutes, nous ne sommes plus dans une baisse court terme. Et c'est tout simplement s'adapter en fonction de ce qu'on voit, en fonction de ce que le marché nous montre. Et quand le marché nous montre que il essaye de se reprendre, qu'il y a un réveil acheteur, c'est pas le réveil acheteur du siècle, mais pour le moment, il y a un réveil acheteur, c'est un fait, et bon, on se positionne pas contre le flux. Actuellement, comme je l'ai dit, le flux est haussier. On est dans une dynamique qui est haussière sur du court terme. On repasse au-dessus d'une heure. Et là, il y a 2 invalidations, je vous l'avais dit, 87 700, faudrait pas repasser en dessous. On réintégrerait cette grosse impulsion haussière. Et là, ça serait pas bien de s'installer également sous les 89 500 parce qu'on perdrait le tunnel 15 minutes. Alors on serait dedans, mais si on commence à vraiment s'installer par le 15 minutes, je serais pas fan moi de mon côté. Au niveau des points pivot daily du jour, moi je cherchais une confluence ici. Si j'avais un repli, là ça m'intéressait de rentrer. Si j'avais eu un repli assez brutal, d'accord, avec une réaction acheteuse, parce que j'avais une très bonne confluence entre ce point pivot daily et ce tunnel 15 minutes, mais on n'a pas eu de réaction. On est revenu chercher la résistance 1 de notre point pivot daily, d'accord, à ce niveau-là, et on voit qu'on a rejeté à 2 reprises. Donc si on s'y attaque, c'est pareil, toujours un niveau de résistance, et si on le break, on pourra aller chercher plus haut. Techniquement, on peut mettre ici la résistance 2 de notre point pivot daily, qui est, alors je les ai mal configurés sur le style, mais qui est au niveau des 93 500 $. On voit ici ce petit trait. Le marché aime bien aller de point pivot en point pivot. Un point pivot peut faire office de support, qu'on le casse, il fera office de résistance, et il y a de grandes chances que le marché aille chercher le prochain. En général, c'est assez classique, mais en tout cas, ça marche plutôt bien. Et moi, j'aime bien ces points pivots. Pourquoi? Parce que c'est des niveaux c'est des niveaux mathématiques. Moi, je suis pas fan de tracer des choses sur ma charte. Vous voyez, j'ai des moyennes mobiles, j'ai des points pivots, c'est mathématique. Il n'y a pas de faux, il n'y a pas de trendline. Est-ce que je la place comme ceci? Est-ce que je la mets plutôt comme ça? Non, c'est mathématique et je préfère largement analyser comme ça de mon côté. Alors, je voulais aussi parler un peu de psychologie et de sentiment de marché. Comme je dis, j'ai trouvé un petit site intéressant là. En fait, c'est tout simplement en allant sur Coinanalyse, là où tout simplement
tous les jours, hein, je regarde un peu comment évolue l'open interest, un peu avoir mon avis sur le sentiment de marché. C'est d'ailleurs intéressant d'avoir ici un funding négatif alors que on est tout simplement dans une phase haussière. Souvent les fundings négatifs se posent lorsqu'on a des baisses brutales, on le voit à ce niveau-là, funding négatif, à ce niveau-là également. C'est-à-dire que globalement, on a ici une tendance haussière qui se fait avec des ouvertures de short, d'accord, plutôt un sentiment qui est bearish, et c'est plutôt pas mal d'avoir ce sentiment. De toute façon, on voit qu'il y a un peu une contradiction entre le spot et le futur. Ce mouvement-là est fortement drivé par le spot, ce qui est plutôt bon signe, ok. Quand vous voulez des bottoms, quand vous voulez une hausse, vous voulez qu'elle se réalise grâce au spot, et non pas grâce au futur. Le futur peut alimenter le marché, peut impacter le marché, c'est sûr, mais je préfère une hausse saine, qui est une hausse par le spot. Comment je le vois? Et ben là, on a nos deux indicateurs, le CVD, qui est haussier sur le spot, alors qu'on a un CVD baissier ici, sur le futur. Ce qui nous montre que on a pas mal de vendeurs agressifs sur le spot, alors qu'on a ici des acheteurs agressifs sur le spot. Ce qui est plutôt pas mal, parce que on a des positions, on va dire, saines qui s'ouvrent pour le marché, et en plus, avec tous ces shorts qui s'ouvrent, on crée de la liquidité au-dessus, parce que je vous rappelle, un short, il peut utiliser un effet de levier, il a des stop loss, etc., et ça peut créer bien sûr un short squeeze si on a tout simplement l'enclenchement de ces shorts là. Après, on n'a pas une grosse hausse de l'open interest, ça aurait été plus intéressant d'avoir une hausse plus importante, ça nous montrera qu'il y a un vrai FOMO et beaucoup de shorts qui rentrent, ce qui n'est pas spécialement le cas actuellement, même si on voit que on a ici un mouvement assez intéressant entre le CVD spot et le CVD futur. Je reviens sur le site, ouais, du coup j'ai cliqué ici, là, Hyperliquid Data. En fait, c'est un site qui va prendre simplement les données on-chain sur Hyperliquid. Je vous rappelle, hein, c'est un échange décentralisé qui permet simplement de trader sur les contrats perpétuels. Et il n'y a rien de mieux que trader sur un exchange décentralisé parce que, alors pas trader, mais d'observer les données. Alors trader oui, mais aussi observer les données parce qu'on a des données fiables. Le nombre de fois, j'ai vu des gens parler du ratio long-short sur Binance, etc. On n'a rien de concret, on n'a rien qui est vérifiable. Ici, ce sont des données vérifiables. Pourquoi? Parce que on a tout simplement, on peut aller chercher les wallets. Donc on a tout simplement des données vérifiables. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici les différentes informations on a deux types d'informations ici. On va avoir les portefeuilles qui vont être en fonction de la taille du wallet et les portefeuilles en fonction du all-time PNL, tout simplement. Moi, je regarde surtout cette zone-là, d'accord? Et en fait, ça nous permet simplement de voir, ok, ici, j'ai des portefeuilles qui se situent entre 0 et 250 dollars, ouais. Ici, entre 250 et 10 000 dollars, ici, entre 10 000, 50 000 dollars, 50 000, 100 000 dollars, etc., jusqu'à arriver ici avec entre 5 millions et plus. Ça nous permet de voir quoi? Ça nous permet de voir, ok, comment est le sentiment? On voit que les petits portefeuilles actuellement ont un sentiment qui est très bullish, très bullish, d'accord? Alors que là, on a tout simplement les plus gros portefeuilles qui ont un sentiment plutôt neutre, voire bearish. On peut voir également l'historique, hein, c'est-à-dire que comment ça se passe, est-ce qu'ils sont plutôt bullish, bearish, quel est leur biais, tout simplement. Comme je dis, voilà, on a ici toutes les adresses qui sont traquables. Voilà, on peut voir ceux qui sont plutôt bullish, ceux qui sont bearish, et ça fait ici une moyenne. Alors attention, c'est pas un indicateur sûr à 100%, d'accord? Ces personnes-là peuvent se tromper, mais en tout cas, ça permet de donner une direction. On voit que les très gros portefeuilles ici sont plutôt bearish. Alors, comme je dis, je vais surtout surveiller dans les prochains jours comment je peux utiliser ce type d'outils, même si j'ai déjà des idées, je vais surtout vérifier un peu la fiabilité, rentrer un peu plus en profondeur, observer les wallets, est-ce que c'est des wallets récents ou est-ce que c'est des wallets qui ont un gros historique, d'accord, et voir un peu, voilà, est-ce que je peux chercher des corrélations entre l'évolution du marché et l'évolution de ces biais-là, tout simplement. Et on peut aller ici sur position heatmap, pareil, pour voir un peu comment ceux-ci sont bearish ou bullish. Voilà. Ici on a pareil, hop, la taille des wallets. Donc voilà, je voulais juste vous partager ce site-là. Peut-être certains le connaissent depuis un moment. Moi je ne l'avais absolument pas vu. Ok, et je serais curieux de savoir ceux qui le connaissent, si vous l'utilisez. Bon, c'est tout simplement une donnée supplémentaire qui peut être utilisée dans une stratégie de trading. Bon, comment je peux l'utiliser? Après avoir réalisé votre analyse technique, après avoir déterminé là où vous voulez vous positionner, après avoir déterminé si vous êtes plutôt bullish, bearish, voilà, vous pouvez ici voir, ok, est-ce que vous allez avoir un comportement comme les petits portefeuilles ou comme les gros portefeuilles, tout simplement. Donc voilà, si ça vous intéresse, hein, vous avez le lien qui est tout simplement ici. Alors, ok, donc BTC, on a vu, on va faire une analyse d'Ether. Ether, j'ai pris un trade en plus aujourd'hui, je vais vous le partager juste après. Alors, sur Ether, toujours dans une dynamique
haussière, pareil sur du court terme, on est simplement sur un rebond. Le rebond est léger, hein. Si je trace un Fibo depuis tout le début, on a de la marge. C'est-à-dire que si on a un très gros rebond, on peut revenir chercher ici les 0,382, les 3500 $. C'est tout à fait possible, c'est ce qu'on avait fait, hein, lors de notre dernier cycle. Pareil, on a même été chercher plus haut de mémoire. Hop, vous voyez, je prends ce sommet-là, ce creux. Voilà, 0,382, premier rebond, ok, pour retester ce creux-là à nouveau, pour ensuite aller chercher les 0,5 de retracement. Vous voyez, il y a de la marge, il y a de la marge. Si on est vraiment dans un bear market, qui va durer des mois, il va y avoir des rebonds. Le plus important, c'est de s'adapter, c'est de constater, est-ce que c'est un vrai rebond, ou est-ce que c'est un bottom? Et ça, on va le voir. Alors, il peut y avoir des pièges, et moi je me rappelle, là il y a eu un gros piège, hein. Lors du dernier cycle, vous voyez, on voit cette magnifique pattern de retournement, avec ce beau break, avec rapidement on réintègre. Là j'avais pris quelques stop loss, ok, j'avais invalidé une partie parce que ça partait bien et il y avait tous les signes qui nous montraient qu'on posait un bottom pour aller chercher la TH, mais quand j'ai vu que ça réintégrait, je suis sorti. C'est là l'importance de sortir, parce que la personne qui rentre, qui se dit ah non je sors pas, c'est bon, le marché va pump c'est sûr, on voit après il se mange une bonne baisse. Donc moi j'ai aucun mal ici si je vois un bottom sur Ether, hop, quelque chose comme ça, me positionner. J'ai aucun mal. Par contre, si le marché part et me donne raison, tant mieux, ok, j'en profiterai, je prendrai mes profits. Sur du court terme, j'accompagnerai cette tendance. Par contre, si le marché me montre des signes comme qu'on réintègre, qu'on casse la structure, je sors, parce que c'est sûrement pour aller plus bas. Moi, actuellement, comme je l'ai dit, sur du court terme, je fais pas grand chose. Alors je cherche des longues sur Ether, sur du très court terme, parce que on a une petite tendance qui est haussière. Sur du moyen terme, je suis plutôt bearish. Sur du long terme, je suis plutôt bearish, et j'attends qu'un bottom se pose, une structure de bottom se pose, parce que sur du long terme, je vais pas prendre un short. C'est pas ici que je vais short sur Ether, je vais pas avoir ici, parce que mon stop loss, faudra que je le mette bien plus haut, j'ai pas un risk reward intéressant. Donc là, je fais surtout sur du court terme, et sur du long terme, je patiente. Et ouais, j'ai pris un trade sur Ether, qui est à break-even, toujours en cours, mais à break-even. Tout simplement ce trade-là, voilà. Un trade assez classique, hein, en utilisant des moyennes mobiles. Je vous rappelle, je vous ai fait un tuto, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vous allez sur ma chaîne, hop, vous allez ici, vidéo, ici, les tunnels Vegas, le meilleur indicateur de trading, tuto complet là de 15 minutes, où je partage pas mal de valeurs pour ceux qui ne savent pas l'utiliser. Je vous partage pas mal de conseils. Donc un trade assez simple, hein, trading discrétionnaire tout simplement. Ça veut dire que je m'adapte surtout en fonction de ce que je vois. J'ai mon idée globale de trade, comment je vais rentrer en position, mais voilà, j'attends une réaction acheteuse. La différence entre un setup de trading mécanique, c'est que je vais pas dire j'attends une réaction acheteuse, c'est que je vais dire j'attends par exemple, je sais pas moi, un ravalement haussier, une bougie qui ravale la précédente, ou une pattern en W. C'est clair, c'est simple, un algorithme peut trader ce setup-là. Quand on parle de trading discrétionnaire, c'est un peu plus flexible. Au lieu de parler d'une pattern en W, je vais parler d'une réaction acheteuse. Là, vous voyez, la différence, c'est que l'algorithme ne peut pas le trader. Parce qu'une réaction acheteuse, c'est quoi pour lui? Il ne sait pas. Si on se met à la place d'un robot, c'est comme ça qu'on raisonne. Trading mécanique, ok, c'est simple. On a une pattern de W, on achète. Alors que trading discrétionnaire, on parle de réaction acheteuse. Vous voyez, c'est pas pareil. Et ça va être surtout mon interprétation en fonction de ce que je vois. Et de manière générale, le trading mécanique est plus simple que le trading discrétionnaire, parce que dans le trading mécanique, on met moins en place ses émotions. Donc voilà, on a ici cette trend qui est haussière sur Ether, il y a des creux, des sommets de plus en plus haut. On a break ici le tunnel 1 heure. Donc bonne trend qui est haussière. Moi comme d'habitude, je me positionne pas n'importe où. Je place ici mes moyennes mobiles. J'ai une bonne confluence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur BTC, c'est la confluence que je cherchais. Sur Ether, on a été la chercher. Très bonne confluence entre tunnel 15 minutes, point pivot daily, qui est une zone où même ici on revient chercher ses précédents sommets, donc on est dans une bonne zone pour chercher des longues. On vient pullback cette zone-là, là je me précipite pas, d'accord, faut pas se précipiter, parce que voilà, on voit qu'on latéralise, j'ai des petites réactions, mais c'est pas non plus la réaction du siècle, et là j'ai une très bonne bougie qui vient break, un break concret, on n'est pas juste sur une mèche, on est sur un break, et je mets un ordre sur la ligne de coup de ce W, on aurait pu partir et ne jamais exécuter. J'ai pris le risque, j'ai été récompensé, d'accord, parce que le marché est revenu chercher ce niveau-là. J'ai mis un stop loss sous le plus bas, parce que si on commence à perdre ce point pivot et qu'on commence à
casser cette structure, pour moi, c'est clairement pour aller plus bas et revisiter au moins le tunnel 1 heure. Donc voilà, je suis en position, stop loss à break-even. Ça veut dire que je ne risque plus rien sur ce trade qui est bien parti. Et j'ai globalement ici un stop loss au-dessus de ce sommet-là. Alors un trade, je pense, je ne garderai pas la nuit, encore une fois. Si je commence vers 22 heures, on commence à être là, je vais voir comment le marché se développe. Je pourrais prendre un TP partiel. Dans tous les cas, je suis à BE, d'accord? Si on revient ici, je sors sans rien gagner, sans rien perdre. Et sinon, j'ai un TP au-dessus de ces sommets-là. Et je prendrai un TP partiel si je commence à avoir ici une pattern de top ou une inversion de ma dynamique. Peut-être si on perd même le tunnel 3 minutes. C'est ce que je surveille. Pour le moment, je suis dans l'observation de comment le marché évolue là-dessus. Rien d'inquiétant parce qu'on reste dans cette petite traîne haussière sur du court terme. Donc voilà, je voulais vous partager ce trade-là sur Ether. Et comme je vous l'ai dit, on est dans une phase où je prends pas énormément de trades parce que j'aime pas être dans cette situation. Je vous l'ai dit hier, je trade moins, je trade avec un risque plus faible parce que j'ai un 4 heures baissier et un 1 heure 15 minutes haussier. Qui fait que j'ai pas une confluence de mon analyse multi-frame tout ne va pas dans le même sens. Voilà, je vais m'en sortir, tout ne va pas dans le même sens. Je peux quand même prendre des trades, comme aujourd'hui, la preuve, mais je suis quand même plus prudent, d'accord? Et je préfère clairement être dans le genre de phase où tout va dans le même sens. On le voit bien, 4 heures, 1 heure, 15 minutes, tout dans le même sens. Là, 4 heures, 1 heure, 15 minutes, pas tout dans le même sens. Il peut y avoir des trades qui peuvent se prendre, mais en étant un peu plus méfiant. Et pour moi, Ether, s'il pousse, alors je sais pas si on aura le momentum d'aller chercher 3200, hein. Je pense que faudra peut-être connaître un retracement pour y aller plus tard. Mais en tout cas, là, il y a un gros objectif, c'est d'aller chercher 3200. C'est une bonne zone où moi, je pourrais prendre des shorts si j'ai un signal bearish à ce niveau-là. Voilà pour Ethereum. Alors, au niveau des altcoins qui m'ont été demandés, une analyse de Crow. Crow, je devais l'analyser hier, j'ai zappé. Je l'ai annoncé en plus en vidéo, puis à la fin, dans ma tête, c'était terminé. Ben non. Alors, on en est où sur Crow? Tac. Supprime tout. J'aime bien repasser sur une charte totalement vierge, comme ça c'est beaucoup plus simple et surtout ça vous montre comment je peux faire mon analyse. Alors, quand j'ai une charte comme ça, d'un point de vue long terme, ok, qu'est-ce qu'on voit? On voit que globalement, on est toujours bloqué dans un gros range depuis à peu près 2022, alors, avec des sommets de plus en plus hauts, mais avec un excès ici à la limite. Bon, on voit bien ce range-là, en fait, on est un peu dans des creux de plus en plus hauts, des sommets de plus en plus hauts, mais on part et on réintègre très rapidement. On a ici une grosse zone d'accumulation, très visible également. Grosse zone d'accumulation, une zone où à chaque fois on a eu une pattern en W qui s'est dessinée. On a quand même bien retracé, si je prends du point le plus haut ici au point le plus bas, moins 75%, et là on revient chercher une bonne zone de localisation pour se positionner. Pourquoi? Parce que on est même au niveau de la ligne de coup de cette pattern d'accumulation. Donc là-dessus, on est dans une bonne zone. Maintenant, le problème, c'est que la zone, elle est bonne, très bien. On sait que on est dans une zone où on aura un risk-reward intéressant, où on peut s'attendre à une réaction acheteuse. Le problème, c'est que pour le moment, on n'a pas de réaction acheteuse. On a toujours des moyennes mobiles orientées à la baisse. On le voit bien. Là, je parle vraiment sur du moyen long terme. Le 4 heures qui crosse le 1 heure à la baisse, le 1 heure qui est orienté à la baisse, les sommets sont de plus en plus bas. On est vraiment ici dans une dynamique qui est baissière. Et ce qui nous manque, c'est la pattern, le signal qui nous montre comme quoi on se retourne. Vous voyez qu'on est comme ça dans une dynamique baissière, 4 heures orientée à la baisse, là qu'on commence à valider une pattern de retournement qui se valide à ce niveau-là. Si je me mets en close line, on la voit mieux. Vous voyez, quand je vais masquer là, vous voyez, ces structures en W, bam, on break, on pull back, on reforme des structures en W, ça c'est pas mal. Pour le moment, on fait pas du tout ça. On le voit bien que les sommets sont de plus en plus bas. Donc, Crow, on redevient sur un niveau, on est revenu chercher un niveau intéressant. Le problème, c'est qu'on n'a pas de réaction acheteuse. On voit bien en weekly, c'est plutôt moche ce qu'on fait. C'est plutôt moche. Alors, l'avantage, c'est que on a ici un V-top. Comparé ici, on a une structure en W. Donc, ce type de structure est beaucoup plus puissante que ce type de structure. Mais pour le moment, ça manque de réaction. Puis, si BTC pousse pas et corrige, Crow corrigera également. On le voit bien. En tout cas, vaut mieux se positionner sur un niveau de support que sur des niveaux hauts comme ça. On est même revenu chercher notre ligne de coup de cette pattern de distribution ici. Là, c'était pas une bonne zone, bien sûr, vous vous en doutez, pour se positionner. Analyse de ZEC maintenant. Hop. Alors, ZEC, bon, il y a tout qui a pump, tout le monde en parlait à ce niveau-là. C'est toujours classique, hein. De toute façon, les gens s'y intéressent quand ça pump. Le plus intéressant, c'est toujours de s'y intéresser quand on a nos petites patterns de retournement. C'est pas simple, hein. C'est pas toutes les cryptos, c'est pas parce qu'on a une pattern en W que la crypto va faire x5, x10, hein. Je sais même pas on a fait combien là, x10 facile. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas toutes les cryptos qui vont faire ça. Mais déjà, en tout cas, si vous devez vous positionner et avoir une entrée
professionnel, c'est sur ce type de structure. Vous voyez qu'on a ici des structures en W, qu'on a tout simplement des signes comme quoi ça nous montre que on a des acheteurs qui sont présents. Et en plus sur une bonne zone de localisation. Je m'attendais pas alors c'est pas pour ça, comme je dis, je m'attendais pas. Si on m'avait dit est-ce que ZEG va faire un x10, non, très peu probable. Ça faisait partie des cryptos un peu mortes qui se relevaient pas. Maintenant voilà, si on commence à me dire oui tu vois, t'avais dit que les cryptos qui ont fait un nouvel ATH en 2017 ne reperformeront plus, oui je l'ai dit. Maintenant si on prend toutes les altcoins qui étaient en 2017, il y en a combien qui ont fait ça? Il y en a pas beaucoup, hein. Il y a eu XRP, il y a eu XLM à la limite, il y a eu ZEC, il y en a pas énormément. Donc voilà, faut pas non plus prendre les, on va dire les cas exceptionnels comme ça et faire une généralité. Maintenant on est beaucoup trop haut pour se positionner. Là il y a aucun monde où on se positionne ici. Franchement, sur ZEC, c'est mort. Le train est parti. Sur du long terme, il n'y a rien à faire. Faudra attendre un retracement bien violent pour se positionner. La volatilité est trop grosse. Moi, personnellement, je peux pas me positionner là-dessus. Alors, c'est pas pour ça que la tendance est inversée. C'est pas pour ça qu'on va baisser. On peut avoir une poursuite de cette hausse parce qu'on est toujours dans une dynamique haussière. On voit qu'on revient chercher ici le tunnel 4 heures. On tente de poser un bottom. Maintenant, on est un peu dans une sorte de contraction entre le tunnel 1 heure qui fait office de résistance, le tunnel 4 heures qui fait office de support, et ici, cette grosse phase de latéralisation. On le voit bien. Hop, bloqué entre deux bornes, cette extrémité basse, cette extrémité haute, ici. On est clairement dans une bonne configuration, selon moi, pour potentiellement chercher des longues, pour faire de la continuation de tendance sur du court moyen terme. Alors, chercher des longues, ça veut pas dire longue maintenant. Ça veut dire attendre un signal, si on passe au-dessus du 15 minutes, au-dessus d'une heure, là on pourrait avoir un signal pour rechercher ici l'extrémité haute, ce qui pour le moment n'est pas le cas. Ce qui est sûr, c'est je vais plutôt chercher des longues parce que j'ai pas de signe de retournement, j'ai toujours des moyennes mobiles orientées à la hausse, mais ça serait bien de repasser ici au-dessus du tunnel 15 minutes et au-dessus du tunnel 1 heure pour avoir un petit signal acheteur. Dernière crypto, alors on m'a demandé Moonriver, je sais pas du tout, M-O-V-R. Qu'est-ce que c'est? Ou qu'est-ce que c'est moche? Oh, qu'est-ce que c'est moche? Bon, vous me doutez en avance de mon avis, déjà on se met en log, quand on a une crypto comme ça qui déjà fait un moins 99%, faut pas s'attendre à grand chose. Alors oui, il peut y avoir des pumps, et oui, ces pumps-là sont pas mal. Vous voyez, on fait un x2, on a peut-être fait un x10 là, ça se trouve. Voilà, on a fait un x10, exactement. Maintenant, c'est toujours normal, hein. Les pumps sont toujours proportionnels à la volatilité. Maintenant, ça c'est une crypto qui tend vers zéro. Il doit y avoir des problèmes d'inflation, de tokenomics, de unlock trop importants qui détruisent le projet, j'en suis persuadé. Et on est clairement dans une tendance qui est baissière. Je mets des moyennes mobiles, voilà. On est revenu chercher le tunnel 3 jours, on a posé un top dedans, le tunnel dédié qui fait office de résistance, ça c'est une crypto qui tendra vers zéro. Il peut y avoir des bottoms, il peut y avoir des trades qui peuvent se prendre, c'est tout à fait possible, hein, même sur des structures en W comme ça, au moment où ça break, vous voyez, on peut aller chercher du 60-80%, ça c'est possible. Maintenant, actuellement, faire de l'investissement là-dessus, et le pire, faire du DCR en se disant, j'accumule du MOVR pour les 10-15 prochaines années, connerie, ok, connerie, d'accord, vous allez cramer votre capital. Le seul signal qui pourrait avoir lieu, là, ça serait de réintégrer ce niveau-là avec une pattern de retournement, avec quelque chose comme ça. Ouais. On valide ça, il peut y avoir un trade qui peut se prendre, très simple, hein. Une entrée au moment du pullback, invalidation sous le plus bas, et aller revisiter des niveaux plus hauts. On peut aller chercher un x2, x3, par exemple, si on a un rebond. Mais en validation claire, on repasse sous la structure, c'est mort, on se barre, vous voyez, dans ce genre de trade, on tente un long ici, soit on arrive à bien prendre ses profits, qu'on a un pump, sinon, si on n'a pas pris nos profits parce que notre target était plus haute, ici on se barre, parce que c'est des cryptos qui peuvent aller vers zéro, qui peuvent tendre vers zéro, qui peuvent ressembler à rien. Et si, alors ça c'est listé sur quoi? C'est listé sur Binance. Ça c'est des cryptos pareils, qui peuvent, du jour au lendemain, être délistés. Voilà, c'est comme ça, la crypto est délistée pour X raisons, d'accord? Si elle est délistée, elle prend à moins 50%. Ça, c'est une crypto qui reperformera pas. C'est pas possible. Donc, attention à prendre en compte aussi ça sur ces questions de listage, sur les, de listing plutôt, sur les cryptos, en fonction de la volatilité, en fonction de s'il y a voilà, il y a aucun intérêt pour un exchange d'avoir une crypto, de lister une crypto si, il y a aucune transaction, il y a rien qui se réalise. Voilà, les volumes ne vont pas être à zéro, mais voilà, ils vont pas être incroyables non plus. Donc voilà, attention sur ce type de crypto, moi personnellement je ne me positionnerai pas. J'ai tout dit, on a fait le tour, n'hésitez pas à me donner les altcoins que vous voulez que j'analyse dans les prochaines vidéos, et je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, bye bye.